va démarrer doucement et donc en pratique on fait une première partie où on discute de cas cliniques préparés. Donc toutes les trois on a préparé des cas cliniques. Les deux premières présentations sont plus sur le mode un petit peu didactique, discussion, un peu de théorie. Enfin la théorie c'est pas toujours évident d'avoir de la théorie sur cette thématique-là, mais on essaie de vous donner quelques informations. Et puis, on a un petit temps de travail, d'échange, et on terminera par un cas pratique, justement, par rapport à cet échange et le travail qu'on va vous demander, les réflexions. Voilà. Donc, on commence par peut-être les liens d'intérêt, mesdames. Donc, pour ma part, j'ai donc travaillé il y a assez longtemps, donc, dans les années 2000, sur un outil qui s'appelle le bon usage du nécessaire à perfusion, qui était un CD-ROM et qui était un outil de formation à destination des infirmières. Et donc, j'étais en partenariat d'ordre technique avec la société Doran International. Pour ma part, j'ai bénéficié de remboursement de transport pour présenter les travaux issus de mon doctorat par la société Doran, puisque j'évaluais certains dispositifs qui étaient commercialisés par ce fournisseur. Et en ce qui me concerne, ce ne sont pas des liens d'intérêt personnel, mais des contrats recherche qui ont été faits sur la thématique qu'on va vous présenter aujourd'hui avec mon équipe de recherche et les industriels qui sont cités ici. Alors, donc, grossièrement, les objectifs de cet atelier, c'est de vous sensibiliser, mais si vous êtes là, je crois que vous êtes déjà sensible aux risques inhérents aux perfusions complexes, donc les incompatibilités physico-chimiques, les interactions contenant-contenu. Et puis, on l'abordera peut-être un petit peu moins, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a quand même quelques difficultés en termes de gestion des flux dans les tubulures de perfusion. Voilà. Et puis, tenter de vous proposer une méthode, ou plutôt en tout cas une méthode issue de notre expérience, donc à toutes les trois. C'est important de démarrer un petit peu par quelques éléments de vocabulaire parce que c'est toujours compliqué le vocabulaire de manière générale dans ce qu'on manipule nous les pharmaciens, mais j'allais dire sur le monde un peu plus lié au dispositif médical, c'est vrai que c'est jamais très très évident. Donc perfusion simple, tout le monde sait ce que c'est. La base, c'est donc la gravité. La perfusion complexe, c'est à partir du moment où vous mélangez des systèmes actifs et donc des systèmes par gravité. Le LUR, c'est le système en fait qui permet de connecter. C'est la connectique en fait du parentéral. C'est une norme et le principe, bien sûr, c'est un embout mâle et un embout femelle conique sur la base d'une pente à 6%. Le tronc commun ou l'espace commun, parce que je sais que Stéphanie utilise plutôt espace commun, bon, quoi qu'il en soit, c'est le lieu dans la tubulure où tous les médicaments se mélangent. Puisque dès qu'on rentre sur des thématiques de perfusion complexe, malheureusement, on est contraint de mélanger les médicaments. Un petit élément, les valves, c'est un sujet qui se discute beaucoup, donc on pensait aussi que c'était pas mal de vous en parler. Alors, la valve anti-reflux, qui est une valve unidirectionnelle, donc elle fonctionne que dans un sens. En gros, elle accepte le passage du liquide dans un sens, et dès qu'il y a un reflux, du coup, il y a une espèce de petit clapet qui permet de fermer et d'obstruer, et donc de prévenir les reflux dans les tubulures. La valve bidirectionnelle, son usage est complètement différent puisque c'est une valve qui a donc un double sens et qui permet en fait à la fois d'injecter et donc à la fois de prélever, la valve bidirectionnelle. Il existe plusieurs types de valves sur le marché. Aujourd'hui, on est clairement, je crois que tout le monde est assez positionné sur les valves à septum fendu qui sont les valves les moins à risque infectieux. Et en général, on choisit plutôt les pressions neutres ou positives et jamais les négatives, puisque pression négative veut dire que vous allez avoir une dépression à l'intérieur de votre système ou votre cathé, puisque c'est quand même des valves qu'on positionne plutôt sur les cathés. Et pour le coup, vous risquez de faire rentrer effectivement des éléments de contamination. Alors, le cathéter veineux central, ici, c'est un exemple de cathéter veineux central triple lumière. Donc, il faut juste comprendre que le cathéter veineux central, c'est comme une fibre optique. Donc là, vous voyez que sur un tri-lumière, on a 3 voies, donc distale, proximale et médiane. Et vous verrez donc que celui-là, c'est un bilumière.
Et donc, vous verrez surtout quand vous aurez entre les mains, logiquement, vous allez en avoir, vous verrez que c'est vraiment, donc, les arrivées donc, se situent sur la partie distale du cathéter, et donc ça correspond en fait aux différentes flèches que vous voyez. Ce sont en fait les œils, si on peut appeler ça comme ça, donc de sortie de cathéter. Et puis l'autre partie de ce côté-là qui se connecte côté prolongateur, ce sont les extensions. Le montage de perfusion, c'est donc le montage qui est à l'extérieur du patient. On retient l'idée que la partie proximale est celle qui va se connecter sur le prolongateur et donc le cathéter du patient. Et la partie distale, c'est celle qui est tout au bout où il y a donc l'hydratation. Alors, moi, j'ai repris comme exemple deux petites histoires qui se sont passées dans notre service d'hématologie, hématologie, et donc pour des patients qui sont greffés et qui sont en chambre stérile. La première patiente donc, qui en fait appelle l'infirmière qui constate donc la survenue de bulles huileuses violettes. Donc bien sûr l'infirmière intervient. Et donc, elle va mettre en place un certain nombre de mesures, et notamment, bien sûr, quand elle a vu la grosse bulle violette dans ce tube, elle a eu un petit peu d'inquiétude. Elle a donc changé la tubulure, qui est une tubulure de 6 mètres. D'accord ? En fait, il faut imaginer que ces patients sont donc en chambre stérile. Ils restent plusieurs semaines en fait, enfermés puisqu'ils sont potentiellement en aplasie. Et donc là, on a un tube qui est très très long pour pouvoir effectivement être mobile et circuler dans la chambre. Donc elle enlève la rampe, la tubulure, et puis elle déclare un incident de matériovigilance et elle appelle son pharmacien préféré ou son interne en pharmacie préféré. Dans le deuxième cas, il s'est passé exactement la même chose, survenue en fait d'une bulle huileuse de la même couleur, violette. Et donc, cette infirmière qui était pas la même, a fait exactement la même opération que sa collègue et a changé l'ensemble du système. En termes de montage, les montages sont assez homogènes d'un patient à l'autre dans ce service. Et vous voyez donc qu'on travaillait avec une rampe à 6 robinets, de multiples connexions à des pousse-seringues et pompes. Cette donc fameuse tubulure de 6 mètres qui permet de passer en fait du prolongateur à robinet 3 voies qui est sur le cathéter du patient donc jusqu'à la rampe. Petit détail, hein, le volume résiduel sur cette tubulure est évalué à peu près à 500 millilitres. Et le prolongateur qui est fixé sur le cathéter veineux central, qui est un prolongateur très classique de 25 cm. Pareil pour le patient numéro 2. On ne va pas faire la liste des médicaments, mais il se trouve que là aussi, on travaille donc sous la forme de protocole, donc les choses sont assez codifiées. Donc on se retrouve avec un certain nombre de médicaments qui sont communs entre les deux patients, avec notamment la cyclovir, la cyclosporine, l'héparine, le Cellcept, voilà, qui était la vancomycine, qui étaient donc les médicaments à peu près communs dans les deux cas. Alors c'est là qu'on commence à travailler. Petit sondage sur quelles peuvent être les causes de la survenue de ces particules huileuses de couleur violette. La première question, c'est s'agissait-il d'un incident de matériovigilance suite à un défaut du robinet 3 voies? Qui dit vrai? À main levée, hein. Allez-y. On ne mordra pas. Allez-y. Bon, qui dit que ce n'est pas un incident de matériovigilance? Merci. S'agissait-il d'une interaction entre le polycarbonate du robinet 3 voies et donc le mycophénolate mofétyle? Qui dit vrai? Polycarbonate, Cellcept. Qui dit faux? C'est bien, il y en a qui se lancent. S'agissait-il d'une incompatibilité entre le Cellcept et la cyclosporine? Qui dit vrai? C'est bien, il y a des gens qui osent un peu quand même. Allez, il faut y aller. Qui dit faux? Alors, il y a des gens qui sont courageux. Merci Chloé. S'agissait-il d'un reflux de la cyclosporine dans la tubulure d'hydratation? Puisque ces patients ont forcément une hydratation. Il y a une main, deux mains, trois.
Alors, qui dit faux? Ah oui, c'est bien. S'agissait-il d'une interaction entre le polyéthylène de la tubulure et la cyclosporine? Polyéthylène, cyclosporine, vrai? C'est vrai? C'est faux? Ah, il y a quelques personnes qui se positionnent sur le faux quand même. S'agissait-il d'une incompatibilité entre le pentoll et la cyclosporine? C'est bien, il faut avoir... voilà. Voilà. Souvenons-nous que les IPP sont des vrais problèmes dans nos hôpitaux. Alors bon, bien sûr, ce n'était absolument pas un incident de matériovigilance, mais qui avait été quand même qualifié comme tel par les soignants. Bon, l'interaction entre le polycarbonate, non, ça, c'était absolument pas vrai. L'incompatibilité entre la cyclosporine et le mycophénolate mofétyl, oui, ça, c'est pas virtuel, c'est bien existant. Le reflux de cyclo dans la tubulure d'hydratation, alors bon, c'était un petit piège, c'était histoire de mettre quelques questions comme ça. Très honnêtement, c'était possible, puisque vous avez vu dans le montage, il n'y avait absolument pas de valve anti-reflux. Donc un reflux aurait été possible dans l'absolu, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas l'origine du problème. L'interaction entre le polyéthylène et la cyclose, c'était faux. Et en revanche, effectivement, il y a bien une incompatibilité entre le pentoll et la cyclosporine. Alors, donc là, ça c'est quasiment pas visible. Je vous ai fait un petit focus juste pour vous dire qu'on a profité bien sûr des tableaux à double entrée de nos collègues suisses pour pouvoir en fait identifier. Donc, on a fait la liste des médicaments comme vous l'avez vu, qui rentraient dans la fameuse tubulure 6 mètres. Et puis, donc, on a fait le point entre les deux patients. Et vous voyez que, première chose, bah oui, effectivement, dans ce tableau, il apparaît clairement une incompatibilité entre cyclosporine et Cellcept, mais vous voyez qu'il y en a d'autres. Vous voyez aussi qu'il y a du rouge, du vert, donc ça veut dire que les choses ne se passent pas trop mal, mais surtout il y a du blanc, et ça il faut surtout toujours bien garder à l'esprit qu'on a souvent peu d'informations sur les associations de médicaments, et ça c'est un autre problème, c'est qu'on a un domaine qu'on déjà maîtrise plus ou moins, et en plus on a un défaut d'information parce qu'on n'a pas forcément des études qui peuvent nous dire que 2 à 2, on a testé l'ensemble des médicaments commercialisés en France et dans le monde. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, un quart des incompatibilités physico-chimiques représente un danger pour la vie, c'est-à-dire que ça peut effectivement être un gros problème pour nos patients. Alors, sur les incompatibilités, de manière assez rapide, il existe donc 2 types d'incompatibilités. Les incompatibilités physiques, avec un changement d'un état physique, donc sous forme d'apparition de particules, de bulles, de précipités, de troubles ou de changement de couleur. Alors, on retient que c'est souvent visible, mais pas toujours. Et c'est là le piège, puisque vous avez des particules solides qui peuvent être visibles à l'œil nu et d'autres absolument pas, mais celles-ci, elles rentrent vraiment par les cathéters de vos patients. Et sur les incompatibilités chimiques, donc là, on est face à une modification, une dégradation du principe actif, une variation du pH de la solution médicamenteuse qui est donc possible et le plus souvent non visible. Et là, encore plus compliqué parce que là, pour objectiver ces changements, c'est carrément un laboratoire de chimie analytique qu'il faut mettre en place à la sortie de la tubulure et avant que ça ne rentre chez notre patient. En termes de conséquences, je ne sais pas si Valérie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Bon, d'accord, j'ai fait à peu près le tour. Non, parce que j'ai quand même des gens qui sont beaucoup plus calés que moi sur cette thématique-là. Et en termes de conséquences, c'est vrai que les conséquences, vous les connaissez aussi. Vous connaissez le médecin, si vous avez des réanimations, qui commence à en avoir marre d'enlever les cathéters des patients et d'en reposer un autre parce que le cathéter est encore bouché, le cathéter de monsieur Truc ou de madame Machin. Donc l'obstruction mécanique, à la fois c'est un cathéter qui n'est plus utilisable potentiellement, qu'il faut donc enlever et reposer, et puis surtout c'est des risques de thrombose et des risques infectieux. Au niveau du principe actif, c'est vrai qu'après une incompatibilité, la question se pose de quel principe actif est finalement arrivé effectivement chez notre patient, donc le risque potentiel d'inefficacité du traitement. Sur les éléments solides en fait, qui transitent et en fait, qui vont aller donc, dans la circulation de nos patients, c'est des risques d'embolie pulmonaire. Le premier organe touché par ce type de problème, c'est quand même les poumons. C'est là où se déposent en fait, les particules solides.
Et ensuite, c'est le rein et le foie. Et bien sûr, on peut se poser la question des composés toxiques générés suite à ces incompatibilités. Différents facteurs de risque qui font que là aussi, c'est compliqué en fait, de maîtriser ce risque-là. C'est la concentration due et des médicaments qui vont rentrer, en fait, qui sont positionnés et qui vont être administrés chez notre patient. L'existence de pH extrêmes, donc suivant les principes actifs et les solutions. Le temps de contact, et là vous comprenez aussi que c'est pour ça qu'il y a un petit jeu avec les dispositifs médicaux, parce que plus longtemps ce mélange dans le tronc commun se fait, et plus vous avez de chances de générer ce type d'incompatibilité. Donc la longueur de la tubulure est un élément fort, bien sûr son diamètre, et la vitesse. Le nombre de médicaments administrés simultanément, et bien sûr tout ce qui est un petit peu autour de l'environnement, température, solvant, lumière. C'est juste un exemple en fait en pratique sur les médicaments avec des pH extrêmes. Il se trouve que là, on a travaillé en hémato avec certains médicaments. Donc une liste de médicaments plutôt basiques, cyclovir, furosémide, ganciclovir, et puis une liste de médicaments plutôt acides avec la morphine, ondansetron, la vancomycine. Et une des règles qui est normalement d'éviter de mélanger dans les mêmes tuyaux les médicaments basiques et les médicaments acides. Un grand nombre de médicaments sont effectivement concernés. Et puis bien sûr, en général, quand on est en réanimation, c'est souvent les antibiotiques sur lesquels on discute avec les réanimateurs, car là, pour le coup, se pose la question de l'intérêt d'administrer le traitement et surtout de son efficacité. Ce qui est quand même ennuyeux quand on est en réanimation. On a parlé du pantoprazole tout à l'heure. N'oublions pas la nutrition parentérale et les lipides. Donc là aussi, c'est un gros problème au niveau des perfusions. Et plus on les met très très loin, plus on a de chances de rompre l'émulsion lipidique du fait des incompatibilités physico-chimiques. Et puis les médicaments avec les pH extrêmes, on en a parlé tout à l'heure. Ici, il s'agit juste d'un exemple, puisque j'ai peur de vous dire en pratique qu'on est quand même obligé d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le service et de faire le point sur les protocoles, les médicaments. Alors moi, je suis un pharmacien qui est plutôt un pharmacien de DM. Donc c'est vrai que je ne suis pas en interface forcément. Mon service de référence, ce n'est pas l'hématologie, je travaille plutôt en chirurgie. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même important d'aller voir ce qui se passe et de poser des questions. Et un point sur les protocoles, malheureusement, s'imposera sur les médicaments qu'on va prescrire de manière assez régulière à nos patients. Donc la première règle du pharmacien clinicien, c'est est-il pertinent d'administrer ce médicament à ce patient-là et s'agit-il d'une priorité thérapeutique? Donc là, je pense un peu à l'IPP. Deuxièmement, si mon patient avale, ce n'est pas toujours le cas des patients en hématologie qui parfois, souvent même, peuvent avoir des mucites et ne peuvent pas avaler. Mais pour le coup, quand ils peuvent avaler, un recours à la forme orale, qu'est-ce que c'est pratique pour gérer ce problème d'incompatibilité? Et puis, pour le coup, là, on avait proposé un schéma parce qu'on avait identifié plusieurs types de montage et d'entrée de médicaments de manière un peu simultanée. Et donc, on avait proposé en fait du séquentiel. Alors, dans le cas pratique de mon histoire de cyclosporine et de Cellcept, en pratique, on a fait valider par les médecins qu'on ferait un séquençage de la cyclosporine qui est normalement administré sur 24 heures, une espèce de fenêtre, le temps d'administrer le Cellcept. Et pour le coup, c'est ce qui est un peu symbolisé par ce trait rouge et ce trait violet. Voilà. Et les autres médicaments pour lesquels on positionnait aussi l'administration de manière décalée pour éviter de les mélanger. Donc là, on vous a sensibilisé, on va dire, aux problématiques d'incompatibilité entre deux ou plusieurs médicaments à l'intérieur des tubulures. Alors, comme vous l'avez bien vu, ça ne se voit pas toujours, puisque d'ailleurs souvent ça ne se voit pas. Donc la nécessité de travailler en amont sur les protocoles, parce que souvent ils vous disent « Ah bah oui, ça a bouché » et ils viennent, mais là ça a bouché, on vous interpelle, mais très souvent il y a des incompatibilités et ça ne bouge pas forcément, mais ça génère des produits de dégradation qui ne se voient pas. Là, moi, je vais vous parler d'une autre problématique qui ne se voit pas et qui est tout aussi problématique, c'est le souci des interactions contenu-contenant. Et
La méthodologie va être la même, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir au choix du matériau et du type de tubulure qu'on va utiliser en amont pour éviter les problématiques d'interaction contenu-contenant. Donc c'est la même démarche. Et je vais partir d'un cas où c'est pas ce qui a été fait. Il y a eu des erreurs de fait et forcément quelques petits problèmes. Alors je vous oriente un peu, mais bon, c'est pas très grave puisqu'en fait, vous allez voir qu'on va vivre le cas avec les soignants. Donc Madame A est transplantée BA, est transplantée rénale, elle est sous traitement immunosuppresseur avec 2P, c'est mieux. Par tacrolimus, en raison de difficultés à avaler les gélules, le tacrolimus est administré par voie IV via un cathéter 3 lumières. Donc tout à l'heure on vous en a montré un 2 lumières, hein, mais même chose que ça, avec un troisième accès, donc à l'intérieur, trois voies séparées. Donc, le suivi thérapeutique montre une concentration plasmatique en tacrolimus conforme aux attentes, donc entre 5 et 15 microgrammes par litre, c'est ce qui est attendu pour cette patiente-là par rapport à sa greffe. Après 27 jours de perfusion, Madame Béa peut reprendre le tacrolimus par voie orale. Donc, elle passe à la voie orale, mais par contre, il laisse en place le cathéter veineux central. Et 2 jours après la reprise du traitement Péros, ils refont un dosage sanguin de tacro. Et là, ça révèle une concentration résiduelle à 80 microgrammes par litre. Alors qu'en fait, on attend toujours la même chose de 5 à 15. Donc, on est beaucoup trop élevé en tacrolimus. Alors, quelles peuvent être les causes de cette concentration plasmatique élevée? On va partir sur des causes théoriques, en fait. Parce que dans le temps, il y en a certaines qui ne sont pas franchement valables cliniquement, mais on va voir ce qu'il est possible en théorie, qu'est-ce qui serait possible dans ces démarches-là proposées. Est-ce qu'on pourrait théoriquement supposer un surdosage en tacrolimus Péros? Oui. Oui, je sens un engouement pour le oui. Alors, on va prendre les 2 autres d'affilée, parce que bien évidemment, si en théorie on regarde, il y en a une de vraie, une de fausse. Sachant qu'on peut supposer que dans la pratique, du coup, un autre médicament ait été ajouté au même moment que problématique. Interaction avec un inducteur ou un inhibiteur enzymatique? Un inhibiteur enzymatique. Une insuffisance hépatique qui se serait tout d'un coup, soudainement, révélée. Oui? Oui. Une erreur d'analyse, une erreur analytique du dosage? Oui. Et une erreur de site de prélèvement? Oui. Mais vous êtes super bien réveillé, hyper en forme niveau matinal, 100% de bonnes réponses, unanimité de la salle, c'est parfait. Alors, bon, pour savoir si c'est un de ces trucs-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils repiquent le malade, voilà. Alors, la question, c'est où? Voilà, ils vont faire un prélèvement périphérique sur une voie périphérique. Donc, le nouvel prélèvement sur voie périphérique montre un dosage à 5,9 microgrammes par litre. Donc, on est dans les concentrations attendues, donc on peut se poser que tout ce qui était clinique, etc., donc soit c'était une erreur analytique, soit c'était une erreur de site de prélèvement, mais bon, ce n'était pas un problème ni pharmacocinétique, ni pharmacologique, ni dû à une anomalie physiologique du patient en cours de traitement. Donc là, en fait, ils ont fait un CREX pour réfléchir à la question, savoir ce qui s'était passé réellement. Donc pluridisciplinaire, les infirmiers, le cadre du service, le médecin, le pharmacien, et le dysfonctionnement a été identifié. Je vous passe le déroulé de la démarche. Donc l'IDE qui a réalisé le prélèvement dit qu'elle a fait le prélèvement par erreur dans la lumière du cathéter où il y avait eu la perfusion de tacrolimus 2 jours avant. Donc elle a pris cette voie-là. Le tacro était passé par une voie et elle est allée prélever. Il n'y en avait plus, mais elle l'a prélevé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il donc passé? Alors, on est dans la thématique d'une interaction contenu-contenant. Donc, lors de la perfusion, quand vous passez votre tacrolimus, alors ça, ce sont des cathéters
longs, hein, qui sont veineux centraux, donc en fait qui ont une longue partie, on va dire, en polyuréthane ou en silicone, qui sont des matériaux qui ont tendance à interagir avec un certain nombre de médicaments. On va le voir, des médicaments qui sont souvent des petits peptides, des protéines ou des médicaments à tendance lipophile. Je vous referai une petite synthèse à la fin. En tout cas, lors de la perfusion, il y a eu une interaction tout au long de cette tubulure, enfin de cette partie du cathé en polyuréthane avec le tacrolimus. La perfusion a continué, donc c'était une interaction limitée en termes de perte de tacrolimus, puisqu'il s'est fixé dessus, il n'est pas trop rentré dans la matrice, et puis on a pu faire la perfusion. Mais au moment du prélèvement, en fait, le tacrolimus qui était fixé sur les parties en polyuréthane, quand on a tiré du sang par la même voie, on en a décroché un petit peu, parce qu'en plus le sang c'est plus le terme n'est pas très adapté, mais je vais dire c'est plus lipidique, on ne peut pas dire ça comme ça, mais bon, vous comprenez la démarche. Ça a une tendance à pouvoir absorber le tacrolimus bien plus que si on tirait avec du sérum Phi, même si on en décrocherait quand même. Hein. Mais là, donc, on en décroche. On n'en décroche pas beaucoup, mais ça suffit pour augmenter les concentrations dans un tout petit volume de sang, parce qu'on est de l'ordre du microgramme par litre. Donc même si vous en décrochez un chouïem, vous allez augmenter énormément vos concentrations dans le prélèvement. Donc on surestime la concentration plasmatique, mais si on laisse ça comme ça et si on fait ça tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Le patient va croire en fait qu'il a une concentration à 80, alors qu'en fait, dans son organisme, elle est à 5,9. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez la poso. Et qu'est-ce que vous risquez? Le rejet de greffe. Voilà. Donc là, c'est le prélèvement. Donc, le risque le patient, le rejet de greffe. Donc, est-ce qu'un rinçage? Alors, souvent, les rinçages sont faits avec du sérum Phi quand on a des multivoies, on peut gérer les problématiques, on va dire, mais souvent, il y a des simples voies. Et en fait, les administrations sont faites, on rince avec du sérum Phi et on prélève après. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Le rythme de relargage, il peut durer pendant combien de temps? Ouais. Ça dépend combien ça... Voilà, est-ce qu'on a tiré la totalité? Est-ce qu'on n'a pas tiré? En fait, souvent, on n'en décroche pas beaucoup. Hein. Mais ça, c'est toutes des choses qui doivent être étudiées, les interfaces. C'est extrêmement compliqué d'étudier l'interface entre un médicament et un dispositif médical, parce que les outils analytiques ne sont pas encore tout à fait performants pour arriver à évaluer à l'échelle de la molécule. Mais ça vient, hein. Mais c'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est à l'interface. Alors on peut le faire techniquement, essayer de faire plusieurs aspirations et regarder à partir de quel moment ça va s'arrêter, mais ça va dépendre de la longueur du cathé, ça va dépendre de son diamètre interne, tout ce qui est surface de contact, ça va dépendre de la molécule, ça va dépendre du solvant qui sert à rincer, ça va dépendre du volume du prélèvement qui va être absorbé. Ça dépend de pratique des soignants qui rincent ou pas les cathéters entre deux médicaments, et ça c'est pas gagné. Et donc la question, est-ce que quand on rince, ça marche? Eh bien, pas tant que ça, parce que c'est du chlorure de sodium et que ça n'enlève pour le coup probablement pas tout et qu'on a des risques. Ça va dépendre du nombre de rinçages qui sont faits, mais le chlorure de sodium étant très hydrophile, faudrait rincer avec quelque chose de plus lipophile. Et oui, juste par rapport au prélèvement, il ne faut pas oublier que normalement, la première seringue de purge avant d'envoyer au laboratoire a été jetée. Donc on peut considérer qu'on a déjà décroché une bonne partie sur la première seringue, qu'on est déjà sur la fin de course et que déjà on a une grosse perturbation. Et tout le monde n'a pas les mêmes pratiques sur les prélèvements sur voie centrale et les niveaux de purge ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut aussi intégrer ce risque-là. D'où aussi l'intérêt de toujours discuter d'un prélèvement sur voie centrale aussi. Il faut vraiment considérer que passer par la même voie la perfusion sur les cathés qui sont actuellement avec des matériaux qui ont tendance à l'adsorption et à l'absorption de molécules, il va falloir faire très attention. Voilà. Et il vaut mieux aller chercher une autre voie parce que le rinçage ne va pas suffire. Hein, donc là, il y a des tests qui ont été faits avec du chlorure de sodium et on en retrouve
un bon petit moment avant d'avoir tout éliminé. Donc il faudrait rincer. Après, on discute du volume liquidien qui va être mis dans le rinçage. Donc ça se discute aussi. Donc ce n'est pas suffisant. Et où faire le prélèvement? Donc idéalement, alors après ça se discute cliniquement avec les équipes médicales. Idéalement, par rapport à la problématique, il faut le faire dans une voie veineuse périphérique. Il y a des patients chez lesquels on ne va pas reposer une voie veineuse périphérique ou qui ont un capital veineux qui est problématique, donc on ne pourra pas toujours le faire. Si on peut le faire, c'est mieux. Après, si on ne peut pas le faire et qu'on a un cathéter multilumière, eh ben on va les prélever dans l'autre lumière. Ça paraît une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a une étude là qui est intéressante, je vous invite à la lire si le sujet vous intéresse, où ils ont, chez des patients, regardé la cyclosporine ici et le tacrolimus chez des patients avec des cathéters donc en polyuréthane. Ils ont fait un prélèvement périphérique. Donc on a des concentrations en cyclo et en tacro qui sont de cet ordre-là. Regardez ça en prélevant donc, dans la voie de perfusion du médicament. On multiplie par 10 ou par au-delà les concentrations. Et ça, c'est dans les inclinières. Généralement, c'est plutôt similaire à la voie veineuse périphérique. Sauf pour le tacrolimus, quand même, où ils n'ont pas expliqué ça. Mais on arrive des fois à 3 fois la concentration quand même. Mais par contre, ils n'ont pas expliqué, ils ne sont pas arrivés à expliquer pourquoi. Donc, il faudrait creuser ce point-là. Donc, pour perfuser le tacrolimus, là, on va rester dans les grandes lignes pour finir. Quels dispositifs médicaux devront être évités? Alors, c'est plus que le dispositif en lui-même, c'est ça, vous imaginez, c'est son matériau. Donc, le polyéthylène, le PVC coextrudé avec à l'intérieur une couche en polyéthylène, le PVC coextrudé avec une couche en polyuréthane, c'est tout disponible. Hein. Le polypropylène, l'éthylène vinylacétate, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'elle nous saoule avec ce truc? On ne s'était pas posé ces questions-là, mais maintenant elle va venir nous compliquer la vie. Bon. En fait, sur les polymères, en gros, il y a des grandes règles. Il y a des polymères qui sont faits, alors tous les polymères sont en partie cristallins et en partie amorphes. Vous avez dû apprendre ça à un moment donné. Il y a fort longtemps. Mais c'est tout simple. Quand on sait ça, on sait tout après. Et c'est un mélange de formes cristallines. Il n'y a jamais un parfaitement cristallin, un parfaitement amorphe. C'est un mélange. Mais il y en a qui sont catégorisés comme très amorphes. C'est-à-dire à l'intérieur, il y a de la place, c'est pas très organisé, et les molécules, elles ont tendance à alors interagir au départ à la surface, si elles sont ionisables, et puis à rentrer dedans. Et en gros, c'est sujet aux interactions. Qu'est-ce qu'il y a comme matériaux qu'on peut considérer comme très amorphes, en gros, ou voilà, composantes de ce type-là? Le PVC. Le PVC, c'est le number one. Et puis après, il y a les élastomères qui ont tendance à interagir énormément et à générer des interactions. Donc tout ce qui est polyuréthane, tout ce qui est silicone, donc sujet à interaction parce que voilà, la structure le permet. Et puis il y a ceux qui ont une composante plus cristalline, bien organisée et qui ne sont pas sujets aux interactions. C'est moins sujet aux interactions, enfin à l'absorption surtout. Hein. On peut avoir des interactions de surface, mais à l'absorption qui entraîne beaucoup de pertes de médicaments, ce sont les polyoléphines, donc le polyéthylène, le polypropylène, qui sont, j'allais dire, les mieux, ceux qui interagissent le moins. Alors après, il y a des cas particuliers, hein, mais c'est les grandes règles, on va dire. Le VA a tendance à être assez amorphe, donc en fait, ça rentre à l'intérieur de la matrice. Mais bon, les poches VA, on les utilise pas pour de la perfusion, on utilise des multicouches. Donc là, c'est pour la nutrition parentérale qu'elles sont encore utilisées à la carte. Le PVC-PE coextrudé, il y a la couche de polyéthylène à l'intérieur, donc qui protège. Donc les réponses, là, oui, je vais peut-être vous donner ça d'abord. Hein. Donc ceux qui doivent être évités, c'est le prolongateur en PVC, le perfuseur en PVC-PU, parce qu'à l'intérieur, il y a du polyuréthane, donc ça ne va pas changer. C'est bien.
Alors, des fois, la politique commerciale est de dire polyuréthane, c'est super matériau parce que c'est biocompatible, c'est sur les 4T. Et donc, du coup, on fait un multicouche avec du polyuréthane, on est bien, mais pour les interactions avec les médicaments, c'est comme le PVC tout seul, voire pire. Hein. Donc, c'est co-extrudé, mais pas co-extrudé avec les bons outils pour perfuser. Donc, c'est pas terrible. Et puis, la poche en EVA. Alors, le PVC, je ne vais pas parler de la migration aujourd'hui, hein, mais donc le PVC-PE, même si le polyéthylène à l'intérieur protège des interactions avec la plupart des médicaments, il y a une possibilité de migration de plastifiant du PVC vers ce qui est perfusé, mais très très faible avec les nouveaux plastifiants, voire inexistante avec les nouveaux plastifiants qui servent à assouplir le PVC, que sont le DEHT, le TOTM, qui ont remplacé le fameux diéthylhexylphtalate qui était sur le marché. Donc en gros, ça reste PVC-PE, PE, ça reste des polypropylènes, des outils très intéressants, des matériaux très intéressants pour la perfusion. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, c'est que polyéthylène, polyoléphine, tout ce qui est cristallin, c'est mieux en termes d'interaction. Tout ce qui est amorphe, c'est pas bien. Mais par contre, tout ce qui est amorphe, c'est plus transparent, enfin le PVC est plus transparent que le polyéthylène et c'est plus souple surtout. Tout ce qui est amorphe, c'est très souple. Silicone, polyuréthane, etc. Donc pour des tubulures, c'est quand même beaucoup mieux que ce qui est rigide. Polypropylène, polyéthylène, c'est plus rigide. Parmi les médicaments suivants, quels sont ceux qu'il faut éviter de perfuser via un prolongateur en PVC? Donc là, vous n'êtes pas le Vidal ou Stabilis direct, mais en gros, ce qu'il faut retenir, je vous ai mis un peu différentes classes. Posez-vous la question, est-ce que mon médicament, il est lipophile? S'il est lipophile, déjà, avec tout ce qui est PVC, polyuréthane, etc., il va poser problème. Est-ce que c'est un peptide? Est-ce que c'est une protéine? Est-ce qu'il est ionisable? Peptide, protéine, ça interagit beaucoup à la surface des matériaux. Donc là, déjà, on a des grands groupes. On a les peptides, donc les petits peptides insuline, héparine, et puis ceux qui sont très lipophiles, propofol, paclitaxel, qui vont interagir beaucoup avec le PVC. Alors par des phénomènes d'absorption, mais ils vont interagir avec le PVC. La dobutamine, c'est un autre problème dont vous parlera Stéphanie pas mal tout à l'heure. C'est une amine et il faut pas qu'il y ait des variabilités de débit et de cathéter trop souples pour administrer. Donc tubulure courte et pas trop flexible. Donc on va avoir tendance à utiliser quelque chose qui est plus rigide, donc plus cristallin, donc du polyéthylène ou du co-extrudé. Mais pas du PVC. Donc les bonnes réponses, c'était la 1, la 3, donc le propofol, l'insuline, la dobutamine, le paclitaxel et l'héparine. Alors, juste pour finir, les grandes règles, mais on les a déjà vues, là c'est pour focaliser les choses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grands phénomènes d'interaction entre le médicament et le matériau. Première étape, il va à la surface, il en reste là, il couvre la surface interne et il en reste là, il ne rentre pas dans la matrice. Grosse molécule peptides, protéines, ça c'est un problème. Et protéines, anticorps monoclonaux, pensez-y, hein, parce que c'est vraiment des grosses, ça peut se greffer à la surface et parfois ça va faire des agglomérats parce que ça va se remettre dessus après et puis à un moment ça va se détacher et hop. Donc phénomène de surface, cinétique rapide, on rince, ça se colle. Molécules ionisables, peptides, protéines. Et les nombreux matériaux sont concernés, y compris les polyoléphines là-dessus. Hein. Donc, mais quand on a saturé, on peut se dire on est un peu plus tranquille, j'allais dire, parce qu'on peut saturer le site, mais vous avez bien vu que si vous rinciez, etc., ça pouvait se décrocher parce que ce sont des liaisons qui sont très fragiles. Et le phénomène d'absorption, c'est une cinétique beaucoup plus lente, ça fait des échanges avec la matrice. Donc plus vous aurez des perfusions avec des débits lents, avec des tubulures au pouce seringue notamment, vous avez des débits lents et des tubulures longues. Et là, on peut rentrer dans un phénomène où le médicament il rentre à l'intérieur. Donc là, en fait, beaucoup avec des molécules lipophiles de petite taille, dans des matériaux amorphes, comme le PVC notamment, et les élastomères.
Donc là, les solutions, c'est privilégier tout ce qui est plus cristallin, le polyéthylène, le PVC, les coextrudés, les multicouches qui ont des polyoléfines à l'intérieur des poches notamment. Donc pour les articles de conditionnement et les prolongateurs, bien sûr, éviter le PVC et le polyuréthane. Il ne devrait plus y avoir de prolongateurs en PVC pur et dur dans les établissements. Enfin, à mon sens. N'est-ce pas Stéphanie? Et PVC PU, c'est pareil. Voilà. La seule problématique qui nous reste à gérer dans la perfusion, enfin la seule, une des problématiques majeures qui nous reste à régler dans les perfusions, c'est finalement cette partie-là du cathéter, où pour le moment, pour avoir la souplesse et la biocompatibilité à l'intérieur du corps, on est obligé d'utiliser des matériaux extrêmement souples et qui sont générateurs d'interaction. Donc soit il faut qu'on trouve des solutions pour bloquer les sites, déjà pour que ça ne rentre pas à l'intérieur, soit il faut qu'on trouve des solutions pour de concevoir de nouveaux matériaux. Mais bon, ça reste sur une taille limitée, on va dire. Je passe la main tout de suite, on fera les questions en même temps que l'atelier. Alors, on passe au dernier cas, où là, vous allez vraiment être hyper acteur, parce que c'est à vous de nous proposer une solution à une problématique qu'on nous a posée il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, on a un service de soins intensifs cardiologiques, 25 lits, une DMS environ de 3 jours. Et il y a l'équipe médicale et l'équipe infirmière qui nous sollicitent en nous disant il faut revoir tout ce que vous avez paramétré dans le logiciel. Il y a trop d'apport hydrique pour nos patients. Les modalités de préparation de tous nos injectables ne satisfont pas à notre pratique clinique. Donc, il faut que vous nous trouviez une solution. Alors, nous, en tant que pharmaciens, on entend bien la demande. On l'intègre, on essaie de l'analyser et très rapidement, on va bien se rendre compte que travailler sur les modalités de préparation, ça va déjà être un travail assez fastidieux et colossal. Ça veut dire reprendre et refaire un état des lieux de toute la littérature pour savoir quelles sont les données qu'on a à notre disposition pour essayer de répondre à la demande des cliniciens. On n'aura peut-être pas toujours les réponses et puis il faut déjà savoir de quel médicament on parle. Donc on va voir dans quelle mesure il faut déjà savoir d'où on part et quel est le cahier des charges de base. Et puis, on a tout de suite répondu à l'équipe qu'on était bien évidemment favorable à leur démarche et à leur demande, mais que cette demande allait devoir s'intégrer dans une démarche un peu plus globale, un peu plus large que ce qu'ils avaient envisagé, à savoir qu'il est bien de travailler sur les modalités de préparation des médicaments injectables, de vouloir les concentrer au maximum pour limiter les apports hydriques, mais à un moment, si on n'a pas une ligne de perfusion qui permet de mettre à disposition et à permettre de garantir le bon usage du médicament injectable, on ne va pas pour autant mieux prendre en charge le patient que ce qu'on faisait actuellement. Ce qui veut dire que travailler sur les modalités de préparation, c'est de façon très étroitement imbriquée à la ligne de perfusion. Donc on leur a dit que voilà, il allait falloir intégrer un certain nombre de notions qui ont été présentées par mes deux collègues juste avant, le débit, le matériau, les problèmes d'incompatibilité, et qu'on retravaille un petit peu de façon globale sur la ligne de perfusion, qu'on revoie la géométrie de la ligne de perfusion pour qu'ensuite on puisse travailler sur les modalités de préparation et que les solutions de nouvelles dilutions de préparation puissent permettre de bien prendre en charge cliniquement le patient et qu'il y ait une bonne réactivité du système quand on diminue les débits d'administration de tous les médicaments qu'on aurait concentrés si on a trouvé des données dans la littérature. Donc on a fait un petit état des lieux de ce qu'ils avaient dans le service en montage. Ils avaient classiquement un cathé bilumière. Bon cathé, voilà, vous avez 2 voies, toujours une voie proximale, une voie distale. Puis je vous rappelle, on était dans un service de cardiologie. Qui dit cardio dit beaucoup d'administration de catécholamines. Et donc la règle d'or, c'est les catécholamines sont administrées sur une voie qui leur est dédiée, c'est toujours la voie proximale. Donc il y a quelque chose qu'il faudra toujours intégrer quand on travaille sur la révision d'une ligne de perf, c'est que dès qu'on a des catécholamines, on l'administre sur la voie proximale. C'est ce qu'ils faisaient avec ce montage de perfusion. Donc ça représente un robinet. Ça représente des prolongateurs avec différentes lignes, différents diamètres, différents matériaux. 2 robinets. Ils ont l'une de butamine qui était perfusée par pompe avec des débits assez conséquents, parce que pour répondre aux données de stabilité, on doit diluer dans des volumes de 250 ou de 500 ml la dobutamine, puisqu'on n'a pas trop de données de concentration de dobu à l'heure actuelle dans nos bases de données. Donc, ils respectaient les recommandations de préparation, ce qui veut dire qu'on administrait à 25, 30, 40 ml/h en fonction des besoins cliniques pour le patient. Et sur cette même voie, on perfusait de la noradrénaline avec un vecteur à des petits débits, puisque les catécholamines ont tendance à être relativement concentrées, et on administre plutôt à des débuts de 2, 3, 4 ml/h.
Et sur la voie distale, eh ben, tout le reste de ce qui doit être passé chez le patient. Donc on a toujours un petit prolongateur avec un robinet. C'est là où on a tendance à faire les prélèvements sanguins quand on n'est pas en mesure d'avoir un cathé veineux périphérique, ou quand on veut faire une administration ou un remplissage rapide quand le patient présente un choc hémodynamique, par exemple. Un prolongateur, et puis une rampe. Et sur la rampe, bah, vous avez des systèmes de perfusion automatisés, des systèmes d'administration par gravité, une petite perfusette de pantoprazole, et puis une hydratation administrée avec un perfuseur muni d'un régulateur de débit. Ça, c'est la photo de ce qu'il y avait dans le service. Vous comprenez bien que quand ils nous sollicitent et quand nous, on fait un peu l'état des lieux et qu'on a ça, et qu'ils nous disent « je veux concentrer mes médicaments », oui, il va falloir qu'on retravaille sur plein d'autres points pour que vraiment répondre de façon pertinente à votre problématique. Ce qui est bien, c'est, au vu de ce que Valérie et Delphine ont présenté, c'est vraiment savoir quels sont les médicaments et un peu leur niveau de concentration et de pratique ils ont dans le service pour qu'on travaille de façon intelligente quand on essaie de proposer une solution. Donc quand on fait l'état des lieux, on voit qu'ils ont quasiment tout le temps des catécholamines, mais c'est un peu normal pour des ursiques, de l'héparine, de l'insuline, de la vancomycine, du pantoprazole, de l'aspégique, du furosémide, du midazolam, du propofol. Donc voilà, on sait un petit peu ce qu'il en est. Je vous remettrai la liste des médicaments après, parce que vous allez devoir travailler là-dessus. À votre avis, dans ces 3 propositions de démarche pour essayer de faire notre état des lieux, qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthodologie? Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un questionnaire rempli par les utilisateurs pour nous dire un petit peu ce qu'ils utilisent au quotidien? Parce que, au final, on répond à leurs sollicitations. Donc, ils sont ouverts aux échanges. On n'est pas là pour faire un audit, pour dire « attention, vous faites mal », etc. Donc, ce n'était pas de toute façon quelque chose de mal perçu par l'équipe, enfin en théorie. Un audit par le cadre du service ou un audit par une personne extérieure. Alors, le 1 aurait pu être intéressant dans le sens où, vu que c'est une sollicitation de l'équipe, on ne va pas être mal accueilli, donc il n'y a pas de risque que des informations soient masquées. Par contre, cette solution-là, elle est quand même à privilégier pour la simple et bonne raison que si on demande à l'équipe de nous fournir un certain nombre d'éléments, il y a des choses qui leur paraissent naturelles au quotidien et des informations ou un niveau d'information qui risque d'être un petit peu atténué par rapport à ce que nous, on est susceptible de relever. Donc on reste quand même sur la dynamique d'une personne extérieure qui aura un regard plus neutre sur tout ce qu'il faut relever. Après, on voit s'il y a des informations qu'on intègre ou qu'on n'intègre pas, mais c'est quand même une méthodologie un petit peu plus satisfaisante pour avoir une meilleure piste de travail. Et donc on en est là, vous avez vu l'état des lieux, vous avez vu ce qui perfusait, vous avez vu quel était le montage, et donc à vous de jouer. On va vous distribuer des petits sacs avec une certaine contrainte qui est aussi la contrainte de notre vie au quotidien dans les établissements de santé. On n'a pas forcément tout ce qu'on veut à notre disposition, donc vous n'avez pas tous les mêmes sacs avec des DM dedans. Et l'idée, c'est que vous travaillez en petits groupes. Alors, on est beaucoup plus nombreux que prévu, mais ça ne nous pose pas de problème, il n'y a aucun souci. Mettez-vous en gros par deux rangées par 2 rangées. On a une dizaine de sacs. Vous sortez tous les dispositifs et vous essayez de façon groupée de proposer une solution où vous trouveriez qu'il y a une meilleure ligne de perfusion que ce que je viens de vous montrer. Je vais vous remettre la liste des médicaments. Donc, l'idée, c'est d'intégrer la notion de matériaux. On vous a mis des dispositifs avec des matériaux totalement différents. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude non plus de les utiliser, vous allez voir, quand on vous parle de souplesse, de rigidité, de diamètre, d'opacité et tout ça, vous allez être tous confrontés à des DM un peu différents. Donc n'hésitez pas, on va tourner un petit peu dans les groupes pour vous accompagner, vous guider un petit peu. Et voilà. Et quand vous avez juste 2 petites... Juste parce qu'après, sinon, vous êtes vraiment en difficulté. Vous n'aurez pas forcément un sac qui vous permet de... Vous n'aurez pas forcément un sac qui va vous permettre de répondre 100% à la question posée. Pour autant, n'hésitez pas à dire, moi, je pense qu'il aurait... dans vos échanges, je pense qu'il aurait fallu mettre ci ou qu'il aurait fallu mettre ça, ou non, ça, clairement, on ne peut pas se permettre de l'utiliser, ou on peut se permettre.
Vu qu'il y a eu l'atelier hier, on est désolé parce que les blisters ont été ouverts, mais regardez aussi quels sont les matériaux, ce qui est mentionné ou pas dans l'emballage, est-ce que vous trouvez de l'information. Tout ça, c'est à intégrer quand on essaie de répondre à ce genre de questions.